Amis péguistes, bonjour. Le 9 novembre dernier aurait dû avoir lieu notre séance mensuelle du Café Peggy. Et nous allons tenter de la remplacer avec les moyens du bord. Imaginons donc que nous sommes à la brasserie Lippe, à l'étage, en ce jour où nous commémorons le 50e anniversaire de la disparition du général de Gaulle. Il n'est pas inutile de se demander à cette occasion ce que doit le grand Charles, comme on disait en son temps, à un autre grand Charles, Peggy, dont la grandeur pour nous est sans doute moins affaire de taille. Le sujet n'est pas nouveau. Il a été abordé à plusieurs reprises par le passé, en particulier par Jean Baster, par exemple dans le Cahier de Lerne de Gaulle de 1973, et dans son Peggy contre Pétain, paru en 2000. Il remonte au moins à un autre cinquantenaire, celui de 1964, pour nous péguistes. C'est à cette occasion, en effet, que De Gaulle, alors président de la jeune Ve République, déclarait à Alain Peyrefitte à propos de Peggy « Aucun écrivain ne m'a autant marqué. Dans les années qui ont précédé la guerre, je lisais tout ce qu'il écrivait, pendant mon adolescence et quand j'étais à Saint-Cyr, puis jeune officier. Je me sentais proche de lui. » Aujourd'hui, nous avons peut-être un peu oublié ces propos qui méritent qu'on y revienne, et nous avons peut-être par ailleurs un peu plus de recul sur le parcours et les idées de De Gaulle, qui ont fait l'objet de multiples publications ces dernières années, ces derniers mois. On peut penser en particulier à la biographie de Julian Jackson, parue en 2019, De Gaulle, une certaine idée de la France, qui ne méconnaît pas cette proximité des deux Charles. On peut penser aussi au petit livre de Jacques Julliard qui vient de paraître, De Gaulle et les siens, Bernanos, Claudel, Mauriac, Peggy. On assiste aujourd'hui à un curieux mélange peut-être d'une forme de consensus populaire et politique autour du général, d'une part, et à l'inverse d'une distance critique peut-être plus marquée à son égard, d'autre part, chez les historiens et les intellectuels, qui mettent au jour ces contradictions, ces fluctuations, la part d'ombre de l'homme de pouvoir. Le moment semble donc bien venu de s'interroger sur cette proximité Peggy-De Gaulle. Quelle proximité ? En quoi et à quel point Peggy a-t-il marqué De Gaulle ? Ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'il n'y a aucune référence à Peggy dans les mémoires de De Gaulle. Dans l'édition de la Pléiade, le nom de Peggy est absent de l'index. Il est vrai que les références littéraires et culturelles sont rares dans cette œuvre qui est axée sur les faits, sur l'action, sur l'histoire. Après tout, Barrès n'y apparaît pas non plus, et Chateaubriand une seule fois. Parmi les écrivains, De Gaulle évoque surtout dans ses mémoires ceux qui sont contemporains de l'histoire qu'il rapporte, comme Maurras, Mauriac ou Malraux. Or, Peggy appartient alors à un passé déjà bien lointain. De Gaulle a certes été son contemporain, puisqu'il avait 24 ans en 1914, et entre Peggy et lui, il n'y a pas même une génération d'intervalle, mais c'était au début du siècle, avant les deux guerres bien sûr. L'influence de Peggy sur De Gaulle relève donc d'une sorte d'imprégnation, d'une innutrition fondatrice, d'une référence implicite en profondeur, bien plus que d'une référence explicite. À Alain Peyrefitte, toujours, De Gaulle ajoute au sujet de Peggy « Ce qui m'intéressait chez lui, c'était son instinct. Il sentait les choses exactement comme je les sentais. » De Gaulle semble donc apprécier l'homme plus que l'œuvre, rejoindre Peggy par le cœur plus que par la raison. Comment peut-on malgré tout essayer de rendre explicites les raisons et les modalités de cette rencontre instinctive ? D'abord, en observant la place de Peggy dans la formation de Gaulle, les convergences initiales qui remontent aux années 1900-1914. Puis en dégageant les principales idées, les principaux axes d'une pensée qui leur est commune sur l'action, la politique, la nation, ce qui fait du gaullisme une forme particulièrement aboutie de péguisme. Pour reprendre une formule d'Edmond Michelet, le gaullisme est un péguisme. Enfin, en introduisant certaines nuances, en signalant certaines différences, pour montrer comment De Gaulle poursuit les enseignements de Peggy, tout en inventant et en affirmant sa propre doctrine, son propre style, sa propre sensibilité. Mais la meilleure leçon de péguisme n'est-elle pas une leçon de liberté ? Nul vrai péguiste n'est qu'un pauvre imitateur. D'abord donc, la formation péguiste du jeune De Gaulle. De Gaulle dit avoir lu tout ce que Peggy publiait pendant son adolescence. C'est donc peu avant la guerre de 1914, sorti de Saint-Cyr sous-lieutenant en 1912, qu'il s'est abonné au cahier de la quinzaine. C'est en réalité surtout l'œuvre du dernier Peggy qu'il a donc fréquenté. Il connaît l'auteur de notre jeunesse et le poète d'Ève et des tapisseries, sans doute beaucoup moins ou pas du tout, comme le note Jacques Julliard, le Peggy anarcho-socialiste de Marcel ou des premiers cahiers.
Il était trop jeune pour suivre de près l'engagement de Péguy dans l'affaire Dreyfus, même si son père, Henri de Gaulle, avait des sympathies dreyfusardes, ce qui peut surprendre dans cette famille de tradition catholique et monarchiste où on lisait l'Action française et Le Correspondant. Quand de Gaulle fera plus tard référence à l'affaire Dreyfus dans ses écrits, ce sera surtout pour déplorer les divisions de la nation et l'affaiblissement de l'armée qu'elle aura entraîné, non pour se scandaliser de l'injustice commise. Plus que le Péguy engagé dans l'affaire, ce sont trois aspects de son œuvre qui ont pu en revanche marquer de Gaulle dans sa jeunesse. Le Péguy patriote du coup de Tanger, 1905, le Péguy philosophe, lecteur et disciple de Bergson, le Péguy poète et héros de la nation en guerre. D'abord, le Péguy patriote. Le choix de servir la France par une carrière militaire chez de Gaulle peut s'expliquer par les traditions de son milieu, mais il a certainement été influencé par le contexte international, et notamment la crise de 1905. Le coup de Tanger, fomenté alors par l'Allemagne contre les intérêts français au Maroc, inaugure la période de tensions internationales qui aboutira à la Grande Guerre. Or, 1905, c'est l'année où de Gaulle adolescent s'imagine déjà dans une rédaction de collégiens comme le futur général de Gaulle, qui sauvera la France de l'agression allemande. La sensibilité patriotique de Gaulle, ainsi, est en plein accord avec le texte par lequel Péguy réagit à cette crise de Tanger, Notre patrie, même si le jeune de Gaulle ne l'a sans doute pas lu dès sa parution. Le texte de Péguy est révélateur d'une mentalité nouvelle et de Gaulle adolescent forme son esprit et ses valeurs dans cette sensibilité propre à la génération de 1905, comme on a pu le dire. Réécoutons donc la fin de Notre patrie. Comme tout le monde, j'étais rentré à Paris le matin 9h. Comme tout le monde, c'est-à-dire comme environ 800 ou 900 personnes, je savais à 11h30 que dans l'espace de ces 2 heures, une période nouvelle avait commencé dans l'histoire de ma propre vie, dans l'histoire de ce pays et, assurément, dans l'histoire du monde. Si ces cahiers n'étaient pas les cahiers, c'est-à-dire s'ils étaient une revue comme toutes les revues, et si je me proposais d'écrire un article, comme on en écrit pour toutes les revues, touchant à la fin de ce premier cahier que j'ai pu faire, ce serait ici le commencement de mentir. Ayant à parler d'un événement aussi capital, j'emprunterai le langage noble, le grand style, je m'exciterai. Mais nous nous sommes précisément institués pour donner, autant que nous le pourrions, des notations exactes, scrupuleuses, patientes. Nous étions donc venus à Paris, débarrassés tout de même un peu des soucis antérieurs. Le roi était parti, en bon état. C'était un gros souci de moins. Il ne restait plus qu'un monde connu, le monde exploré des soucis quotidiens, le monde ennemi et parent des soucis familiers. Comment, en l'espace d'un matin, tout le monde, j'entends tout le monde ainsi dénombré, sut que la France était sous le coup d'une invasion allemande imminente, c'est ce que je veux d'abord noter. Nous étions arrivés pensant à toute autre chose. On a tant à faire en un commencement de semaine, surtout après une légère interruption. La vie est si chargée. Nous ne sommes pas de ces grands génies qui avaient toujours un œil sur le tsar et l'autre sur le mikado. Les destins des empires nous intéressent énormément, mais nous sommes tenus de gagner notre pauvre vie. Nous travaillons du matin au soir. Nous faisons des journées de beaucoup plus de 8 heures. Nous avons, comme tous les honnêtes gens et les simples citoyens, beaucoup de soucis personnels. On ne peut pas penser toujours aux révolutions de Babylone. Il faut vivre honnêtement la vie de tous les jours. Elle est grise et tissée de fils communs. La vie de celui qui ne veut pas dominer est généralement de la toile bise. Tout le monde, ainsi compté, tout le monde en même temps, connut que la menace d'une invasion allemande est présente, qu'elle était là, que l'imminence était réelle. Ce n'était pas une nouvelle qui se communiqua de bouche en bouche, que l'on se communiqua latéralement,
comme les nouvelles ordinaires. Ce que les gens qui se rencontraient se communiquaient, ce n'était pas la nouvelle, ce n'était que la confirmation, pour chacun d'eux, d'une nouvelle venue de l'intérieur. La connaissance de cette réalité se répandait bien de proche en proche, mais elle se répandait de l'un à l'autre comme une contagion de vie intérieure, de connaissance intérieure, de reconnaissance, presque de réminiscence platonicienne, de certitude antérieure, non comme une communication verbale ordinaire. En réalité, c'était en lui-même que chacun de nous trouvait, recevait, retrouvait la connaissance totale, immédiate, prête, sourde, immobile et toute faite de la menace qui était présente. L'élargissement, l'épanouissement de cette connaissance qui gagnait de proche en proche n'était point le disséminement poussiéreux discontinu des nouvelles ordinaires par communication verbale. C'était plutôt une commune reconnaissance intérieure, une connaissance sourde, profonde, un retentissement commun d'un même son. Au premier déclenchement, à la première intonation, tout homme entendait en lui, retrouvait, écoutait, comme familière et connue, cette résonance profonde, cette voix qui n'était pas une voix du dehors, cette voix de mémoire engloutie, là, et comme amoncelée, on ne savait depuis quand ni pourquoi. Une période nouvelle avait commencé dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire du monde. De Gaulle, à 15 ans, entre désormais dans cette période nouvelle et il s'oriente vers une destinée militaire qui en est pour une part la conséquence. Jean Lacouture, dans sa biographie de Gaulle, parle à propos de ce texte de Péguy d'une conversion au nationalisme, consécutive au coup de Tanger. L'expression conversion au nationalisme me paraît fort discutable. D'abord parce que cette prise de position ne rompt pas avec la très haute idée que Péguy se fait de la France dès le début des Cahiers et même dès la Revue blanche de 1899. C'est au nom de l'honneur national qu'il dénonçait l'oppression coloniale qui s'exerçait sous le drapeau français, ou les mensonges que les antidreyfusards justifiaient par l'intérêt de la nation. Contre une vision allemande de l'idée de patrie, précisément, il rejetait le nationalisme des antidreyfusards, qui était en réalité de bien mauvais français à ses yeux, et il refusait de voir une contradiction, je cite, entre l'internationalisme et l'idée française de la patrie. Pas de véritable conversion, donc. Et, d'autre part, on peut émettre des réserves sur le mot nationalisme. Il est bien plus approprié de parler de patriotisme que de nationalisme, pour Péguy comme pour De Gaulle. Comme aimait le dire Romain Gary à la suite de Gaulle, le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme n'est pas seulement l'attachement à sa propre patrie, il reconnaît à chaque patrie dans sa spécificité, son identité propre, sa légitimité, alors que le nationalisme réserve à une seule nation, jugée supérieure, le privilège de dominer les autres. En 1905, Péguy ne change pas en profondeur, c'est la situation internationale qui change, et Péguy manifeste alors un sens de l'histoire et une acuité face à l'événement qui seront justement des qualités majeures du futur de Gaulle, homme d'action et homme d'État. Ensuite, le Péguy philosophe. Ce n'est sans doute pas par l'intermédiaire de Péguy que De Gaulle a découvert Bergson, mais les deux hommes ont bien été marqués par la même pensée philosophique, cette philosophie de la liberté, comme dit Péguy dans la note conjointe, et De Gaulle a pu reconnaître d'instinct chez Péguy cette empreinte. Voici à ce propos ce que De Gaulle déclarait à un journaliste américain dans les années 60. « Bergson m'a beaucoup influencé parce qu'il m'a fait comprendre la philosophie de l'action. Bergson a exposé le rôle de l'intelligence, de l'analyse. Il a vu combien il était nécessaire d'analyser les problèmes pour rechercher la vérité. Mais l'intellect seul ne peut agir. L'homme intelligent ne devient pas automatiquement un homme d'action. L'instinct également est important. L'instinct plus l'impulsion. Mais l'impulsion n'est pas suffisante pour être la base de l'action, il faut les deux, l'intellect et l'impulsion. Les grands hommes ont à la fois intelligence et impulsion. Le cerveau sert de frein à l'impulsion purement émotive. Le cerveau domine l'impulsion. Mais il faut qu'il y ait impulsion et capacité d'action pour ne pas être paralysé par le frein du cerveau. C'est Bergson qui m'a fait souvenir de cela. C'est lui qui m'a conduit jusqu'ici, durant toute ma vie. »
Fin de citation. De même, Péguy refusait de voir dans la pensée de Bergson un anti-intellectualisme. Si le bergsonisme nous libère du scientisme sclérosé et du positivisme étouffant, il n'est pas un rejet de la raison, mais une critique de la raison au sens kantien, un bon usage de la raison, qui laisse place à l'initiative et à la liberté du sujet agissant. C'est ce qu'il écrivait en particulier dans sa note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne en 1914, quelques mois avant la guerre. Le bergsonisme aussi est une méthode pour bien conduire sa raison. Le bergsonisme aussi a une raison. Le bergsonisme aussi est un parti de la raison. On ne voit pas ce que serait une philosophie qui ne serait pas un parti de la raison. Le bergsonisme entend même servir encore mieux la raison, car il entend, pour ainsi dire, la servir encore de plus près. Toute philosophie est évidemment et essentiellement un rationalisme. Même une philosophie qui serait ou qui voudrait être contre la raison serait quand même rationaliste. Une philosophie ne peut jamais apporter que des raisons. Le cartésianisme a été dans son principe un effort pour conduire la raison à la recherche de la vérité dans les sciences. Mais par science, Descartes entendait évidemment une partie de ce que nous nommons métaphysique, ou au moins les métaphysiques des sciences. Le bergsonisme a été dans son principe un effort pour conduire la raison à l'étreinte de la réalité, dans les sciences, dans les métaphysiques des sciences, dans la métaphysique. Déjà, le platonicisme a été dans son principe un effort pour conduire la raison par la dialectique idéale, ou si l'on veut idéique, à la source même de l'être. Le bergsonisme a été un effort aussi grand, un effort du même ordre, et je dirais un effort dans le même sens. Il n'y a pas plus de philosophie contre la raison qu'il n'y a de bataille contre la guerre, d'art contre la beauté, de foi contre Dieu. Le bergsonisme n'a jamais été ni un irrationalisme, ni un anti-rationalisme. Il a été un nouveau rationalisme, et ce sont les grossières métaphysiques que le bergsonisme a déliées. Métaphysique matérialiste, métaphysique médico-légale, métaphysique neurophysiologique, métaphysique sociologique, et tant d'autres, qui, étant des durcissements, des scléroses, des raidissements, des ankyloses, étaient littéralement des amortissements de la raison. Toutes ces métaphysiques étaient des sabotages par dureté de la raison. Elles étaient des esquisses et des escarres. Le bergsonisme est si peu contre la raison que non seulement il a fait rejouer les vieilles articulations de la raison, mais qu'il en a fait jouer des articulations nouvelles. Chez De Gaulle, l'apport de Bergson se perçoit dans sa conception du chef, tel qu'il l'élabore dans ses écrits d'avant 1940 et tel qu'il la met en œuvre à partir du 18 juin. Intuition et impulsion, oui, mais corrigée, contenue par l'examen rationnel des faits. Ni l'antirationalisme qui peut conduire à la manipulation des foules, comme dans les dictatures, ni le réalisme de la soumission réelle qui fait taire l'instinct de révolte et de liberté, comme dans le très raisonnable régime de Vichy. C'est encore Romain Gary qui fait dire à l'un de ses personnages que, pour partir à Londres, continuer la guerre envers et contre tous en juin 1940, il fallait être fou. En effet, le positivisme maurassien et le réalisme pétainiste conduisent logiquement à accepter la défaite. Mais la folie du général est tempérée par la froideur de l'analyse et le regard rationnel sur le rapport de force, notamment en 1940, s'agissant des réserves de l'empire colonial en hommes et en territoires. De Gaulle est lucide, de manière rationnelle, sur les possibilités qui restent offertes à la France libre. Ni pur rationalisme donc, ni folie aveugle ou abandon à l'instinct, c'est ce que Péguy appelait l'espérance, et ce que De Gaulle appellera plutôt l'espoir au masculin, deux mots pour dire le refus de se plier au déterminisme de la réalité présente. Mais il y a alors, chez l'un et l'autre, autre chose que Bergson, et c'est bien sûr l'héritage de la foi catholique. Troisième aspect de Péguy dans lequel le jeune De Gaulle s'est retrouvé d'instinct, le poète. Le poète est le héros, car, pour De Gaulle comme pour beaucoup de jeunes Français de sa génération,
Le chantre de Jeanne d'Arc, d'Ève et de Sainte-Geneviève s'est assimilé pour toujours, en 1914, à l'image du jeune officier mort héroïquement pour la France. Selon son biographe Jean Lacouture, le jeune de Gaulle a été enchanté autant que par la verve polémique de notre jeunesse, par, je cite, la mystique historique de Jeanne d'Arc et des tapisseries. Je cite encore Lacouture, cette France peuplée de moines patriotes, de chevaliers égalitaires et d'artisans chrétiens, comme elle était conforme à son rêve. Il est vrai que De Gaulle n'avait pas attendu de lire Péguy pour rêver à l'idée de sacrifier sa vie à la France et à Dieu. Il compose ainsi, à 18 ans, un poème qui peut déjà évoquer Ève. Je cite la poésie de Gaulle. « Quand je devrais mourir, j'aimerais que ce soit sur un champ de bataille, alors qu'on porte en soi l'âme encore tout enveloppée du tumulte enivrant que souffle le combat, et du rude frisson que donne à qui se bat le choc mâle et clair de l'épée. J'aimerais que ce soit, pour mourir sans regret, un soir où je verrai la gloire à mon chevet, me montrer la patrie en fête. Un soir où je pourrais, écrasé sous l'effort, sentir passer avec le frisson de la mort son baiser brûlant sur ma tête. Le choc mâle et clair de l'épée, ce n'est pas encore l'éloge des divisions mécanisées qui caractérisera la pensée militaire de Gaulle, ce n'est pas là non plus pour le lecteur le signe d'une vocation poétique de premier ordre. Non, De Gaulle ne sera pas poète. Mais on comprend que le jeune De Gaulle est vibré quelques années plus tard à la lecture de Ève, et qu'il invoque par la suite ses vers de Péguy pour célébrer un service de la nation qui peut aller jusqu'au don de soi. En épigraphe de La France et son armée, l'essai publié par De Gaulle en 1938, on peut lire « Mère, voyez vos fils qui se sont tant battus, Péguy ». Et le même vers est repris en conclusion d'un discours prononcé à Londres le 18 juin 1942, à une réunion des Français de Grande-Bretagne. Je cite « Unis pour combattre, nous irons jusqu'au bout de la libération nationale. Alors, notre tâche finie, notre rôle effacé, après tous ceux qui l'ont servi depuis l'aurore de son histoire, avant tous ceux qui la serviront dans son éternel avenir, nous dirons à la France simplement, comme Péguy, « Mère, voyez vos fils qui se sont tant battus. » En 1942, le même vers prend bien sûr un sens plus grave, plus profond. La guerre est là, les fils de la nation ont déjà péri en grand nombre, et il s'agit d'exalter un combat qui n'est pas encore près de finir pour les combattants de la France libre et de la résistance intérieure. Mais dans les deux cas, De Gaulle déforme légèrement le vers de Péguy, qui écrit « Voici vos fils » et non « Voyez vos fils ». De Gaulle cite de mémoire, il s'est approprié le texte de Péguy, il l'a fait sien. Peut-être y a-t-il ici, de sa part, confusion avec le vers qui suit dans le texte « Vous les voyez couchés parmi les nations ». Et dans les deux cas, pour De Gaulle, la mère, c'est la patrie, c'est la France. De Gaulle efface, estompe la dimension biblique et spirituelle de l'apostrophe péguiste, mais c'est peut-être pour mieux l'incarner dans la situation de son temps, ce qui est encore une manière de faire du Péguy. L'anaphore « Mère, voici vos fils » fait suite chez Péguy à l'anaphore « Heureux ceux qui sont morts », et De Gaulle, en le citant, ne l'oublie certainement pas. Réécoutons donc la fin de ces béatitudes et leur enchaînement avec la suite, pour situer le vers cité par De Gaulle dans le mouvement où il surgit. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans ce premier terroir d'où Dieu les révoqua, et dans ce reposoir d'où Dieu les convoqua. Heureux les grands vaincus, les rois dépossédés. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans cette grasse terre où Dieu les façonna. Ils se sont recouchés dedans ce hosanna qu'ils avaient désappris devant que d'être nés. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans ce premier terreau nourri de leurs dépouilles, dans ce premier caveau, dans la tourbe et la houille. Heureux les grands vaincus, les rois désabusés. Heureux les grands vainqueurs, paix aux hommes de guerre, qu'ils soient ensevelis dans un dernier silence, que Dieu mette avec eux dans la juste balance un peu de ce terreau d'ordure et de poussière. Que Dieu mette avec eux dans le juste plateau
ce qu'ils ont tant aimé, quelques grammes de terre. Un peu de cette vigne, un peu de ce coteau, un peu de ce ravin sauvage et solitaire. Mère, voici tes fils, qui se sont tant battus. Vous les voyez couchés parmi les nations. Que Dieu ménage un peu ces êtres débattus, ces cœurs pleins de tristesse et d'hésitation. Et voici le gibier traqué dans les battus, les aigles abattus et les lièvres levés. Que Dieu ménage un peu ces cœurs tant éprouvés, ces torses déviés, ces nuques rebattues. Que Dieu ménage un peu ces êtres combattus, qu'il rappelle sa grâce et sa miséricorde, qu'il considère un peu ce sac et cette corde, et ses poignets liés et ses reins courbattus. Mère, voici vos fils qui se sont tant battus, qu'ils ne soient pas pesés comme Dieu pèse un ange. Que Dieu mette avec eux un peu de cette fange qu'ils étaient en principe et sont redevenus. Mère, voici vos fils qui se sont tant battus, qu'ils ne soient pas pesés comme pèse un démon. Que Dieu mette avec eux un peu de ce limon qu'ils étaient en principe et sont redevenus. Mère, voici vos fils qui se sont tant battus, qu'ils ne soient pas pesés comme on pèse un esprit, qu'ils soient plutôt jugés comme on juge un proscrit, qui rentre en se cachant par des chemins perdus. Mère, voici vos fils et leur immense armée, qu'ils ne soient pas jugés sur leur seule misère. Que Dieu mette avec eux un peu de cette terre qui les a tant perdus et qu'ils ont tant aimés. Mère, voici vos fils qui se sont tant perdus, qu'ils ne soient pas jugés sur une basse intrigue, qu'ils soient réintégrés comme l'enfant prodigue, qu'ils viennent s'écrouler entre deux bras tendus, qu'ils ne soient pas jugés comme un pauvre commis à qui Dieu redemande un compte capital, qu'ils ne soient pas taxés comme un peuple soumis à qui César demande un règlement total, qu'ils soient réhonorés comme de nobles fils, qu'ils soient réinstallés dans la noble maison, et dans les champs de blé et les champs de maïs, et qu'ils soient replacés dans la droite raison. Des fils qui se sont tant battus, Péguy en vient donc aux fils qui se sont tant perdus. De Gaulle se souviendra de ce retournement sémantique dans les Mémoires de guerre quand il évoquera le sort réservé à la fin de la guerre aux Français qui se sont égarés dans la collaboration tout en croyant servir leur pays. Ou encore dans une conférence de presse de 1949 où il plaide pour l'amnistie et la réconciliation nationale. Il y a des fils issus d'une même mère qui tournent mal, des enfants perdus qu'il faut pourtant savoir accueillir le moment venu, comme des fils prodigues qui sont de retour. Ce qui est certain, c'est que cet imaginaire péguiste irrigue en profondeur la pensée et l'imagination du général, qui s'en est imprégné dans sa jeunesse. En témoigne cette péroraison du premier livre des Mémoires de guerre, qui s'achève sur la situation de la France libre en juin 1942. « Penché sur le gouffre où la patrie a roulé, je suis son fils, qui l'appelle, lui tient la lumière, lui montre la voie du salut. Beaucoup, déjà, m'ont rejoint. D'autres viendront, j'en suis sûr. Maintenant, j'entends la France me répondre. Au fond de l'abîme, elle se relève, elle marche, elle gravit la pente. Ah, mère, telle que nous sommes, nous voici pour vous servir. » On a donc vu comment De Gaulle avait pu se nourrir des œuvres et de la personnalité de Péguy dans sa jeunesse, à quel point Péguy avait pu compter dans sa formation.
Voyons maintenant, dans un deuxième temps, ce qui fait du gaullisme une forme accomplie de péguisme, d'après le parcours d'ensemble du général, de la résistance à la libération, de l'effondrement de la Troisième République à la fondation de la Cinquième. Je retiendrai ici 3 idées forces du péguisme qui est inhérent au gaullisme, cette pensée de l'action, cette pensée en action. D'abord, une certaine idée de la France. Ensuite, la nécessité de résister, de ne pas capituler. Enfin, la primauté de la mystique sur la politique. Une certaine idée de la France, oui, mais laquelle ? Comme Péguy, on l'a vu, De Gaulle considère sa patrie comme une personne. On se rappelle l'ouverture magnifique des Mémoires de guerre, au souffle si péguiste. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire autant que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S'il advient que la médiocrité marque pourtant ses faits et gestes, j'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang, que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même, que notre pays tel qu'il est parmi les autres tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur. De Gaulle attribue cette vision de la France à son milieu, à ses parents, certes. Reste qu'elle rejoint la vision de Péguy, pour qui la France est bel et bien investie d'une vocation singulière parmi les nations. Il l'exprimait avec une force toute particulière dans Par ce demi-clair matin, qui évoque en 1905 l'outrage qu'a représenté pour la France la défaite de 1870. On est ici tout près de cette princesse des contes qui hantera l'imagination gaullienne. Du plus haut que je remonte, c'est bien cette impression d'outrage qui est l'impression dominante. La France était de toute antiquité, par droit de naissance, par droit divin, comme une reine des nations. Une reine, au vieux sens français du mot, demi-sérieux, demi-mystérieux, demi-héraldique, demi-conte de fées, rimant avec marraine dans la romance de Chérubin. En tous ces sens, la France était reine et marraine des nations. Nous étions tous, en elle, des grands seigneurs et des rois. Nous avions accoutumé de parler en maître, ou du moins en arbitre, et de traiter les affaires des peuples. Nous parlions un langage naturellement universel, volontiers prophétique, mais toujours de bonne et de grande compagnie. Nous parlions un langage de compagnie royale. Nos défaites n'y avaient rien fait. Quand nous avions fait une révolution, nous l'avions faite pour tout le monde, rien de moins. Et nous la nommions familièrement la Révolution, ce qui voulait dire la Révolution française, c'est-à-dire le commencement, la mise en mouvement de la Révolution universelle. Nous étions naturellement les premiers appelés dans le Conseil des rois, et les premiers écoutés. Nous étions les rois de tout le monde, à peine cabotins. Nous ne parlions que pour un parterre de rois. Les autres peuples avaient leur politique à eux, leur politique individuelle de pauvres peuples, simples peuples. Nous n'avions pas, nous, de politique à nous, de politique individuelle. Notre politique était toujours, au fond, la politique de l'humanité, disons mieux, la politique divine. Enfin, nous refaisions incessamment, au bénéfice de la France, le discours sur l'histoire universelle. Nous nous considérions perpétuellement comme les mandataires d'un Dieu à qui nous avions commencé de cesser de croire. Nous étions des plénipotentiaires, comme si jamais quelque peuple sur terre avait les pleins pouvoirs. Nous étions des ambassadeurs, perpétuellement en mission extraordinaire. Nous étions des grands ambassadeurs. Nos combinaisons étaient toujours grandes. Nous parlions toujours au nom de l'humanité.
Nos plans étaient immenses. Nous étions comme des agents généraux, dépositaires, entrepositaires et commissionnaires de l'Éternel. C'est-à-dire que tout ce que nous faisions était toujours plein d'idées générales, comme un bon travail de normalien du vieux temps, c'est-à-dire en bon français, que nous nous mêlions toujours des affaires des autres, car on ne peut pas s'occuper toujours des affaires de tout le monde sans se mêler un peu des affaires des autres. C'était pour leur bien, naturellement. Mais les autres en avaient quelquefois assez. On ne saurait mieux dire que la France est investie d'une mission universelle, qu'elle soit ou non mandatée par un dieu auquel Péguy lui-même a peut-être cessé de croire en 1905. Quelques années plus tard, en revanche, il pourra présenter sans réserve cette élection de la nation française comme un mandat reçu de Dieu. Peuple élu, le peuple français est en effet l'objet d'une préférence divine, si l'on en croit Dieu lui-même, tel que Péguy le fait parler dans le mystère des saints innocents. Je suis leur père, dit Dieu. Je suis roi. Ma situation est exactement la même. Je suis exactement comme ce roi, qui était, je pense, un roi d'Angleterre, qui ne voulut point envoyer de secours, aucune aide, à son fils engagé dans une mauvaise bataille, parce qu'il voulait que l'enfant gagnât lui-même ses éperons de chevalier. Il faut qu'ils gagnent le ciel eux-mêmes, et qu'ils fassent eux-mêmes leur salut. Tel est l'ordre, tel est le secret, tel est le mystère. Or, dans cet ordre et dans ce secret et dans ce mystère, nos Français sont avancés entre tous. Ils sont mes témoins, préférés. Ce sont eux qui marchent le plus tout seuls. Ce sont eux qui marchent le plus eux-mêmes. Entre tous, ils sont libres, et entre tous, ils sont gratuits. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique 20 fois la même chose. Avant qu'on ait fini de parler, ils sont partis. Peuple intelligent. Avant qu'on ait fini de parler, ils ont compris. Peuple laborieux. Avant qu'on ait fini de parler, l'œuvre est faite. Peuple militaire. Avant qu'on ait fini de parler, la bataille est donnée. Peuple soldat, dit Dieu. Rien ne vaut le français dans la bataille. Et ainsi, rien ne vaut le français dans la croisade. Il ne demande pas toujours des ordres, et il ne demande pas toujours des explications sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il va se passer. Ils trouvent tout d'eux-mêmes. Ils inventent tout d'eux-mêmes à mesure qu'il faut. Ils savent tout tout seuls. On n'a pas besoin de leur envoyer des ordres à chaque instant. Ils se débrouillent tout seuls. Ils comprennent tout seuls, en pleine bataille. Ils suivent l'événement. Ils se modifient suivant l'événement. Ils se plient à l'événement. Ils se moulent sur l'événement. Ils guettent, ils devancent l'événement. Ils se retournent, ils savent toujours ce qu'il faut faire sans aller demander au général, sans déranger le général. Or, il y a toujours la bataille, dit Dieu. Il y a toujours la croisade. Et on est toujours loin du général. C'est embêtant, dit Dieu. Quand il n'y aura plus ces Français, il y a des choses que je fais, il n'y aura plus personne pour les comprendre. Peuple. Les peuples de la terre te disent léger, parce que tu es un peuple prompt. Les peuples pharisiens te disent léger, parce que tu es un peuple vite.
Tu es arrivé avant que les autres soient partis. Mais moi, je t'ai pesé, dit Dieu, et je ne t'ai point trouvé léger. Ô peuple inventeur de la cathédrale, je ne t'ai point trouvé léger en foi. Ô peuple inventeur de la croisade, je ne t'ai point trouvé léger en charité. Quant à l'espérance, il vaut mieux ne pas en parler. Il n'y en a que pour eux. Tels sont nos Français, dit Dieu. Ils ne sont pas sans défauts, il s'en faut. Ils ont même beaucoup de défauts. Ils ont plus de défauts que les autres. Mais avec tous leurs défauts, je les aime encore mieux que tous les autres avec censément moins de défauts. Je les aime comme ils sont. On imagine que De Gaulle, le général de Gaulle, ne suivra pas cependant Péguy jusqu'au point de croire que l'on peut se passer d'un général. Pour De Gaulle, il n'est pas de cohésion ni de force d'une nation sans un chef de talent capable de la guider. Il faut un général, et le général, c'est lui, jusque sous les habits d'un président de la République. Mais il n'y a rien de fasciste, il n'y a rien d'anti-républicain dans cette vision. De Gaulle pense comme Péguy qu'il faut assumer l'ensemble de l'histoire de France, de la monarchie à la République, de Jeanne d'Arc à la Révolution française, et respecter l'héritage de la République. Si le grand-père de Gaulle, Julien de Gaulle, était un historien qui exaltait le passé monarchiste et catholique de la France, Charles de Gaulle, lui, partage la vision syncrétique de l'histoire de France qui était celle de Péguy, une vision qui dépasse le clivage entre royauté et république. En 1941, Jacques Maritain écrivait à De Gaulle qu'il voyait en lui l'homme le plus capable de fonder un nouveau régime qui soit en mesure de, je cite, « réconcilier le christianisme et la liberté, la tradition de Saint-Louis et celle de la Déclaration des droits ». L'important pour Péguy, de même, ne réside pas dans le choix entre Ancien Régime et Nouveau Régime, mais entre tout ce qui est culture, tout ce qui est cité, au sens féminin de la cité, d'une part, cité monarchique et cité républicaine, et d'autre part le monde moderne, qui s'oppose à toutes les cultures ensemble, comme il l'écrit dans Notre jeunesse. Péguy craint la dérépublicanisation de la France autant que sa déchristianisation, deux formes de démystication. L'essentiel est la mystique qui anime l'histoire de France quand la France est fidèle à sa vocation universelle, à l'opposé de la base politique, qu'elle soit royaliste ou républicaine. C'est pourquoi Péguy peut écrire dans L'Argent Suite, et De Gaulle pourrait reprendre cette phrase à son compte, « La République, une et indivisible, c'est notre royaume de France ». Il s'agit pour Péguy, dans ce texte de 1913, de rejeter la tentation pacifiste au nom même de cette vision de la France. La destinée militaire de la France, aujourd'hui et maintenant, s'inscrit dans l'héritage et de Jeanne d'Arc et de la Révolution, et de Patay, victoire de Jeanne d'Arc contre les Anglais, et de Valmy, victoire de la nation en armes. Plus une bataille militaire est belle, militairement belle, plus elle est apparentée aux batailles de Jeanne d'Arc. Celui qui défend la France est toujours celui qui défend le royaume de France. Celui qui ne rend pas une place peut être tant républicain qu'il voudra et tant laïque qu'il voudra, j'accorde même qu'il soit libre penseur, il n'en sera pas moins petit cousin de Jeanne d'Arc. Et celui qui rend une place ne sera jamais qu'un salaud, quand même il serait marguillier de sa paroisse. Et quand même il aurait toutes les vertus. Et puis on s'en fout de ces vertus. Ce que l'on demande à l'homme de guerre, ce n'est pas des vertus. Et ce que Jeanne d'Arc demandait à ses hommes, ce n'était pas des vertus, c'était une vie chrétienne, et c'est infiniment autre chose. La morale a été inventée par les malingres, et la vie chrétienne a été inventée par Jésus-Christ. Et alors, dans ce cas, il est deux fois haïssable, deux fois exécrable, deux fois méprisable, comme faux français et comme faux chrétien. Et au contraire, Valmy et Jemmapes sont les droites filiales de Patay. Elles n'en sont pas seulement les filiales temporelles, ce qui est de toute évidence. Elles en sont aussi les filiales, et presque les filleules spirituelles. Elles sont de la même race, de la même famille spirituelle, du même ton, de la même procédure, du même élan, du même mouvement, de la même qualité spirituelle.
la place que Sa Majesté m'a confiée. C'est toujours le roi qui leur confie les mêmes places. Toute cette histoire de France est tellement simple. Louis XVI, n'étant plus assez roi, fut déplacé par une république plus roi. Ce Louis XVI était bon, et ce n'est pas cela que l'on demande à un gouvernement. Ce que l'on demande à un gouvernement, c'est d'être ferme. Ce Louis XVI était un gros, un doux, un bon, un pacifiste, un débonnaire, un humanitaire, un philosophe. On le lui fit bien voir. Il fut déplacé par les suivants. Roi fainéant, il fut déplacé par la jeune République, comme les derniers mérovingiens, devenus fainéants, furent déplacés par les jeunes carolingiens, comme les derniers carolingiens, devenus fainéants, furent déplacés par les jeunes capétiens. La République fut la 4e dynastie, forte dans sa jeunesse. On comprend donc qu'une telle vision de la nation une et indivisible entraîne celle de la nation en armes. Cette idée de la France qui repose sur sa grandeur dans l'histoire, pour De Gaulle comme pour Péguy, entraîne la nécessité de combattre, de résister pour la défendre quand cette nation est en danger. De même que pour Péguy, il a fallu la politique militaire de la Convention pendant la Révolution, et qu'il aurait fallu ne pas capituler lâchement en 1870 contre la Prusse, de même pour De Gaulle, l'esprit de résistance s'impose en 1940. Venons-en donc à cette exigence de résistance. Résistance et non résilience, pour reprendre et pour écarter ce mot employé aujourd'hui à tort et à travers et qu'on a pu entendre récemment, de façon un peu bizarre, à propos de De Gaulle. La résilience consiste à ne pas se laisser abattre, à ne pas se décourager, comme nous disent les dictionnaires. C'est une qualité psychique toute négative, une force morale peut-être qui permet de rebondir sans doute après un traumatisme, mais qui n'a rien d'une lutte active, énergique, contre un ennemi déclaré. La France de Vichy, au fond, est résiliente, elle se remet de ses blessures. Mais elle considère le traumatisme de la défaite comme acquis. Somme toute, pour elle, il ne faut pas se laisser abattre, mais il faut faire avec. C'est le choix de la prétendue révolution nationale. Tout autre est le sursaut péguiste qui va animer l'esprit de résistance et non de résilience, et en faire un principe actif de lutte pour une véritable reconstruction de la nation. Jean Baster ouvre son livre « Péguy contre Pétain » par l'appel du 17 juin. Péguy a en effet été plus rapide que De Gaulle pour réagir à la capitulation, puisque c'est un texte de Péguy que diffuse, sous forme de tract dès le 17 juin 1940, un groupe de militants chrétiens de Brive-la-Gaillarde mené par Edmond Michelet. Ce Michelet qui est déjà un résistant avant toute résistance organisée, Michelet qui est aussi, on le sait, un futur déporté et un futur ministre du général de Gaulle. L'esprit qui anime Michelet, guidé par Péguy, est déjà l'esprit gaulliste du 18 juin. On peut lire sur le tract des extraits de ces 3 passages de l'Argent Suite, et qui ne se contentent certes pas d'appeler à la résilience. Donc les textes qu'on va entendre ne sont pas exactement les passages tels qu'ils ont été découpés par Michelet, mais il les recoupe dans une très large mesure. En temps de paix, c'est entendu. Ça va bien. Et tout cela finira par des affiches et des meetings et des discours à la Chambre. Mais en temps de guerre, en République, il n'y a plus que la politique de la Convention nationale. Je suis pour la politique de la Convention nationale contre la politique de l'Assemblée de Bordeaux. Je suis pour les Parisiens contre les ruraux. Je suis pour la Commune de Paris, pour l'une et l'autre commune, contre la paix. Je suis pour la Commune contre la capitulation. Je suis pour la politique de Proudhon et pour la politique de Blanqui contre l'affreux petit tiers. Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend. C'est la seule mesure et il a raison absolument. Je veux dire que la raison qu'il en a est un absolu et que l'excédent, pour ainsi dire, qu'il a sur l'autre, l'écart, l'emportement qu'il a sur l'autre, est un absolu. En temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit,
d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti. Il ne se rend point. C'est tout ce qu'on lui demande. Et celui qui se rend est mon ennemi, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti. Et je le hais d'autant plus, et je le méprise d'autant plus, que par les jeux des partis politiques, il prétendrait s'apparenter à moi. Quels que soient les partis, celui qui ne rend pas une place française est le droit héritier de tous ceux qui n'ont pas rendu des places françaises. Rochereau dans Belfort et Masséna dans Gênes sont les droits héritiers de celle qui fit lever le siège d'Orléans. Ils en sont les héritiers spirituels, comme ils en sont les successeurs temporels. Ils sont de sa filiation spirituelle et de sa communion spirituelle, et non pas seulement de sa race. Et Trochu, avec toutes ses capucinades, n'en est pas. Il ne fait aucun doute que la France a deux vocations dans le monde, et que si elle est quelquefois fatiguée, au temporel et même au spirituel, et diminuée, et quelquefois pauvre de force, c'est qu'elle est doublement fidèle, c'est qu'elle est fidèle deux fois, c'est qu'elle a à pourvoir deux tâches et à deux fidélités, à sa vocation de chrétienté et à sa vocation de liberté. La France n'est pas seulement la fille aînée de l'Église, et ceci apparaît constamment et avec une fidélité surprenante. Elle a aussi dans le laïque une sorte de vocation parallèle singulière. Elle est indéniablement une sorte de patronne et de témoin, et souvent une martyre, de la liberté dans le monde. Dans le chrétien, dans le sacré, elle a la garde de la foi, et peut-être encore plus de la charité, et certainement encore plus de l'espérance. Et il apparaît tous les jours indéniablement qu'elle est la fille aînée. Mais dans le laïque, je ne dis pas dans le profane, dans le laïque, et peut-être dans une autre sorte de sacré, dans le civique, dans un sacré de la loi extérieure, il est indéniable qu'elle a la garde de cette liberté qui est la condition même de la grâce, qui a avec la grâce une parenté si profonde, une liaison si singulière et si obstinément mystérieuse. Telle est notre double charge, telle est notre double garde, et il est évident que nous y sommes constamment demeurés fidèles, et nous savons bien que nous y demeurerons fidèles, et nous savons bien pourquoi nous sommes quelquefois fatigués. Mais quand ces hommes trahissent la France, et dans la France la République, j'ai le droit de dire qu'ils ne trahissent pas seulement la France, j'ai le droit de dire qu'ils trahissent la Révolution même et la liberté. Car tant qu'ils peuvent, ils s'efforcent d'annuler le seul point d'appui temporel de la liberté dans le monde. Il en va donc de la vocation de la France, vocation double, temporelle et spirituelle. On sait aujourd'hui, en cette fin d'année 2020, marquée par deux terribles attentats islamistes, que les victimes du terrorisme peuvent représenter et l'école de la République et les fidèles de l'Église catholique de France. C'est la même France, une et indivisible, pour Michelet comme pour Péguy, pour De Gaulle comme pour Péguy. Il ne s'agit pas pour l'appel du 17 juin qui fait résonner la voix de Péguy, comme pour l'appel du 18 juin qui fait entendre celle de De Gaulle, il ne s'agit pas de se soigner du traumatisme de la défaite par une thérapie morale, mais de refuser la défaite et d'espérer encore, envers et contre tout, au nom d'une France qui, parce qu'elle s'enracine dans une très longue histoire,
est plus grande que la majorité des Français défaits, honteux et confus de juin 1940. C'est encore à la lumière de Péguy que Michelet continuera d'espérer même pendant sa déportation. Son livre de témoignages bouleversant, Rue de la Liberté, Dachau 1943-1945, récemment réédité, place en épigraphe de plusieurs chapitres des citations de Péguy, reprises de l'Argent Suite. Le gaullisme, plus large et plus durable que la personnalité du général, se nourrit de tels apports, qui forgent un péguisme de combat. Il arrive même à Péguy d'employer le mot résistance, à propos d'un possible combat contre l'Allemagne. C'est par exemple dans la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, écrite en 1914, quelques semaines avant la déclaration de guerre et le départ pour le front. La vocation universelle de la France, patrie de la liberté, justifie la mission de résistance, et ces lignes paraissent déjà concerner les combattants de la France libre qui suivront De Gaulle. On peut dire que dans le monde moderne, les Français sont encore les représentants éminents et peut-être les seuls de la race chevaleresque, aussi rigoureusement définie, et que les Allemands sont les représentants imminents et peut-être les seuls de la race de domination. Et c'est pour cela que nous ne nous abusons pas quand nous croyons que tout le monde est intéressé dans la résistance de la France aux empiètements allemands, et que tout un monde périrait avec nous, et que ce serait le monde même de la liberté, et ainsi que ce serait le monde même de la grâce. On voit ainsi que ce principe de résistance est un absolu, qui ne tolère nulle nuance, nul compromis. Il en ira de même pour le gaullisme. C'est que le ressort du gaullisme est mystique et non politique, au sens de la fameuse distinction de Péguy. Et c'est la troisième convergence majeure entre le gaullisme et le péguisme. Mystique et politique. On sait que selon Péguy, l'engagement pour la justice et la vérité dans l'affaire Dreyfus a relevé d'un élan mystique. Et, 10 à 15 ans plus tard, dans Notre jeunesse, il reproche à bon nombre de ses anciens camarades de lutte d'avoir abandonné la mystique pour la politique, d'avoir trahi la première pour la seconde. De cette expérience amère, il tire cette loi générale, tout commence en mystique et finit en politique. Or, le gaullisme, lui aussi, naît d'une exigence érigée en absolu. Beaucoup de Français libres ont tout quitté pour rejoindre Londres. Beaucoup de résistants de l'intérieur se rallient à De Gaulle sans le connaître, parce qu'il porte la flamme de la France éternelle et incarne les valeurs historiques de la patrie. Ce n'est pas alors un engagement politique. De Gaulle cherche à unir dans la lutte les Français qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, des notables issus de l'Action française et des ouvriers communistes. L'ordre des compagnons de la Libération prolongera cette volonté de transcender la politique temporelle par une chevalerie d'ordre spirituel. Il faut donc se rappeler quel est le sens de cette distinction entre mystique et politique chez Péguy. Vous nous parlez toujours de la dégradation républicaine. La dégradation de la mystique en politique n'est-elle pas une loi commune ? Vous nous parlez de la dégradation républicaine, c'est-à-dire, proprement, de la dégradation de la mystique républicaine en politique républicaine. N'y a-t-il pas eu, n'y a-t-il pas d'autre dégradation ? Tout commence en mystique et finit en politique. Tout commence par la mystique, par une mystique, par sa propre mystique, et tout finit par de la politique. La question importante n'est pas. Il est important, il est intéressant que, mais l'intérêt, la question n'est pas que telle politique l'emporte sur telle ou telle autre, et de savoir qui l'emportera de toutes les politiques. L'intérêt, la question, l'essentiel, est que dans chaque ordre, dans chaque système, la mystique ne soit point dévorée par la politique à laquelle elle a donné naissance. L'essentiel n'est pas, l'intérêt n'est pas, la question n'est pas que telle ou telle politique triomphe, mais que dans chaque ordre, dans chaque système, chaque mystique, cette mystique ne soit point dévorée par la politique issue d'elle.
En d'autres termes, il importe peut-être, il importe évidemment, que les républicains l'emportent sur les royalistes, ou les royalistes sur les républicains. Mais cette importance est infiniment peu. Cet intérêt n'est rien en comparaison de ceci: que les républicains demeurent des républicains, que les républicains soient des républicains. Et j'ajouterai, et ce ne sera pas seulement pour la symétrie, complémentairement, j'ajoute que les royalistes soient, demeurent des royalistes. Or, c'est peut-être ce qu'ils ne font pas en ce moment-ci, où très sincèrement, ils croient le faire le plus, l'être le plus. Vous nous parlez toujours de la dégradation républicaine. N'y a-t-il point eu, par le même mouvement, n'y a-t-il point une dégradation monarchiste, une dégradation royaliste, parallèle, complémentaire, symétrique, plus qu'analogue? C'est-à-dire, proprement parlant, une dégradation de la mystique monarchiste, royaliste, en une certaine politique, issue d'elle, correspondante, en une politique monarchiste, en la politique royaliste. N'avons-nous pas vu, pendant des siècles, ne voyons-nous pas tous les jours les effets de cette politique? N'avons-nous pas assisté pendant des siècles à la dévoration de la mystique royaliste par la politique royaliste? Notre première règle de conduite, ou, si l'on préfère, la première règle de notre conduite, sera donc, étant dans l'action, de ne jamais tomber dans la politique, c'est-à-dire, très précisément, suivant une ligne de l'action, de nous défier, de nous méfier de nous-mêmes et de notre propre action, et de faire une extrême attention à distinguer le point de discernement, et, ce point reconnu, de rebrousser en effet à ce point de rebroussement, au point où la politique se substitue à la mystique, dévore la mystique, trahit la mystique, celui-là seul qui laisse aller, qui abandonne, qui trahit la politique, est aussi le seul qui demeure fidèle à la mystique. Celui-là seul qui trahit la politique est aussi le seul qui ne trahit pas la mystique. Au point de rebroussement, il ne faut rien garder de la vieille analyse, de la vieille idée, de l'habitude. Il faut être prêt à recommencer. Il faut recommencer dès plano l'analyse. Si notre première règle d'action, de conduite, sera de ne point continuer aveuglément par-dessus le point de discernement une action commencée en mystique et qui finit en politique, pareillement, parallèlement, notre première règle de connaissance, de jugement, de connaissement, sera de ne point continuer aveuglément par-dessus le point de discernement un jugement, un connaissement sur une action commencée en mystique et qui finit en politique. Il faut avant tout et surtout se défier, se méfier de soi, de son propre jugement, de son propre connaissement. Il faut surtout se donner garde de continuer. Continuer, persévérer, en ce sens-là, c'est tout ce qu'il y a de plus dangereux pour la justice, pour l'intelligence même. Prendre son billet au départ, dans un parti, dans une faction, et ne plus jamais regarder comment le train roule, et surtout sur quoi le train roule, c'est, pour un homme, se placer résolument dans les meilleures conditions pour se faire criminel. Tout le fatras des propos et des conversations
Les embarras, les apparentes contradictions, les embrouillassements, les inextricables difficultés du jugement, les apparentes incompréhensions et impossibilités de comprendre et de suivre, les bonnes foi contraires et les mauvaises foi entrelacées, les bonnes et les mauvaises foi adverses, le recommencement perpétuel et fatigant de la vanité des mêmes propos, la répétition, l'exécrable répétition des mêmes incohérents et infatigables propos, serait beaucoup éclairée si l'on faisait seulement attention de quoi on parle. Si, sur toute action, dans chaque action, dans chaque ordre, on parle de la mystique ou, plus généralement, de la politique. Ainsi s'explique que dans tant de polémiques, dans tant de débats, les deux adversaires, les deux ennemis, paraissent avoir également raison, également tort. Une des principales causes en est que l'un parle de la mystique et l'autre répond de la politique correspondante, de la politique issue, où l'un parle de la politique et l'autre répond de la mystique antérieure. Ce n'est pas seulement la justice, dans l'ordre du jugement moral, qui demande que l'on compare toujours deux actions aux mêmes étages, et non point en deux étages différents, la mystique à la mystique et la politique à la politique, et non point la mystique à la politique, ni la politique à la mystique. C'est aussi la justesse, dans l'ordre du jugement mental, qui a exactement la même exigence. Quand nos instituteurs comparent incessamment la mystique républicaine à la politique royaliste, et quand tous les matins nos royalistes comparent la mystique royaliste à la politique républicaine, ils commettent le même manquement, deux manquements mutuellement complémentaires, deux manquements mutuellement contraires, mutuellement adverses, mutuellement réciproques, deux manquements contraires le même, un manquement conjugué. Ensemble, ils manquent à la justice et à la justesse ensemble. Une première conséquence de cette distinction, une première application de ce reconnaissement, de ce discernement, de cette redistribution, c'est que les mystiques sont beaucoup moins ennemies entre elles que les politiques, et qu'elles le sont tout autrement. Il ne faut donc pas faire porter aux mystiques la peine des dissensions, des guerres, des inimitiés politiques. Il ne faut pas reporter sur les mystiques la malendurance des politiques. Les mystiques sont beaucoup moins ennemies entre elles que les politiques ne le sont entre elles. Parce qu'elles n'ont point, comme les politiques, à se partager sans cesse une matière temporelle, un monde temporel, une puissance temporelle incessamment limitée, des dépouilles temporelles, des dépouilles mortelles. Et quand elles sont ennemies, elles le sont tout autrement, à une profondeur infiniment plus essentielle, avec une noblesse infiniment plus profonde. Par exemple, jamais la mystique civique, la mystique antique, la mystique de la cité et de la supplication antique, ne s'est opposée, n'a pu s'opposer à la mystique du salut, comme la politique païenne s'est opposée à la politique chrétienne, aussi grossièrement, aussi bassement, aussi temporellement, aussi mortellement que les empereurs païens se sont opposés aux empereurs chrétiens, et réciproquement. Et la mystique du salut aujourd'hui ne peut pas s'opposer à la mystique de la liberté, comme la politique cléricale s'oppose par exemple à la politique radicale. Il est aisé d'être ensemble bons chrétiens et bons citoyens tant qu'on ne fait pas de la politique. Péguy fait appel au discernement de chacun. Il faut se méfier de soi-même. Aucune mystique, en effet, n'est à l'abri. Or, la mystique gaulliste sera elle aussi menacée d'être dévorée par une politique gaulliste,
du fait même de son enracinement dans la durée, de son organisation temporelle. L'ennemi de Gaulle, une fois l'Allemagne vaincue, c'est le régime des partis qui ressurgit dans la 4e République. Et le RPF devient bien vite à son tour partie prenante des jeux de politique politicienne qui vont paralyser le régime. Un parti, fût-il gaulliste, fait de la politique, inévitablement. Un nouveau commencement s'opère toutefois, peut-être, avec le retour du général aux affaires en 1958. Il faut l'aura mystique de celui qui incarne par excellence la patrie en danger pour faire barrage à la fois aux généraux putschistes d'Alger et à la politique des partis qui se sont discrédités dans la gestion des affaires. Voyons à ce propos les pages du bloc-notes de Mauriac, qui, dans ces années-là, dit son admiration pour le général, mais une admiration raisonnée et argumentée, tout en relisant de près l'œuvre de Péguy, dont il loue la vérité prophétique, par exemple, dans la page du 11 mai 1959. Je cite le bloc-notes du 17 janvier 59, « Un élément de poésie pénètre la politique depuis que De Gaulle est revenu. » De la poésie dans la politique, c'est aussi de la mystique dans la politique. Mauriac perçoit la continuité, les analogies profondes qui mènent d'une mystique à l'autre, du péguisme au gaullisme. Peut-être la monarchie républicaine de la Ve République est-elle une tentative pour préserver institutionnellement la mystique au cœur de la mécanique politique. Mais De Gaulle s'éloigne nécessairement de Péguy, dans la mesure où il a été confronté, lui, à l'exercice du pouvoir. Quel qu'ait pu être son mépris du régime des partis, il a bien cherché à agir au sein du système, dès avant la guerre, en participant au gouvernement Paul Reynaud, peu avant la déroute de juin 1940. C'est en très fin politique qu'il a construit son rapport de force pendant la guerre, à Londres puis à Alger, avec les Alliés d'une part, avec les autres Français hostiles à l'occupation d'autre part, et il a continué à faire de la politique aussi bien au début de la 4e République qu'en fondant plus tard la 5e, et jusqu'à la tentative politique du référendum de 1969. La pratique politique impose toujours des limites à l'esprit mystique. Il faut donc en venir, et ce sera le 3e axe de ce propos, aux nuances, aux différences les plus marquantes, à mes yeux, qui séparent De Gaulle de Péguy et le gaullisme du péguisme. Ces différences ne sont d'ailleurs pas philosophiques ou idéologiques d'abord, elles sont dans une large mesure historiques. Les enjeux des années 1940-1970 sont très différents bien sûr de ceux du début du siècle. Péguy vivait dans une période, comme il le dit dans notre jeunesse. Les années 1900-1910 ne connaissent pas de crise majeure. La République est alors installée pour durer. Péguy disparaît au moment même où l'Europe bascule. De Gaulle, lui, est l'acteur d'une époque, au sens de Péguy. Celle où la France est tombée dans l'abîme et où l'urgence est de la faire revivre. Les bouleversements de la décolonisation autour de 1960 rééditent cette épreuve d'une crise qui risque d'emporter la patrie. Nouvelle époque, et quelle époque ? Le temps historique ne passe pas alors au même rythme, comme aurait dit Péguy, selon les mots qu'il emploie dans Clio à propos de la différence entre la période et l'époque. Il faut donc tenir compte de ce contexte pour comprendre les 3 différences principales que je repère surtout entre le péguisme et le gaullisme, entre Péguy et De Gaulle. D'abord une différence en matière d'idées sociales et politiques, ensuite une différence qui porte sur la notion de progrès, de modernité, enfin une différence de style, de langue, d'écriture. D'abord donc la question de la révolution sociale. Péguy, socialiste libertaire dans sa jeunesse, n'oublie pas les convictions et engagements de ce passé militant dans les années qui précèdent la guerre. Il ne renie aucun atome de son passé, comme il l'écrit dans un nouveau théologien, M. Fernand Laudet. Catholique, il invite l'Église à faire sa propre révolution temporelle pour ne pas devenir l'Église de la bourgeoisie, fermée aux pauvres, ce qui serait aux antipodes de sa mission évangélique. Patriote, méfiant à l'égard des étiquettes politiques comme celle de socialiste, il demeure malgré tout attaché aux principes et aux valeurs de la justice sociale. Or, le Péguy de Gaulle n'est pas franchement relié à ces racines-là. Un exemple. D'après Damien Leguet, qui écrit cela dans son livre « Les héritiers de Péguy », De Gaulle aimait cette citation de Péguy « L'ordre et l'ordre seul fait en définitive la liberté, le désordre fait la servitude. » Et on sait en effet que rien n'était pire pour De Gaulle que la chienlit sociale et la désorganisation de l'État, le désordre. Cette citation ainsi découpée fait le bonheur des représentants de l'ordre, des partisans de l'ordre, qui ne sont pas spécialement des révolutionnaires. Elle a été reprise récemment en public par l'actuel ministre de l'Intérieur. Mais que dit exactement Péguy ? Dans quel contexte ? Cette phrase se trouve dans un texte où le gérant des Cahiers, en 1905,
parle de la nécessité de régulariser la situation des abonnements à sa revue, et il enchaîne ainsi. Il faut toujours, autant que l'on peut, régulariser les situations, surtout les situations administratives. Le socialisme, la révolution sociale, ne consiste point, comme nos intellectuels révolutionnaires de haute et de basse bourgeoisie voudraient nous le faire croire, à introduire dans les relations économiques des désordres, là où il n'y en a pas encore tout à fait, là où il y a encore quelque peu d'ordre. Le socialisme, au contraire, la révolution sociale, au contraire, consiste au contraire à étendre, autant que nous le pouvons, le pauvre peu d'ordre économique et social qui soit demeuré dans le désordre économique bourgeois, à introduire, autant que nous le pouvons, des ordres économiques et sociaux dans le désordre capitalisme bourgeois. Car ce sont les désordres économiques bourgeois qui font les servitudes bourgeoises, et au contraire, ce sont les ordres économiques et sociaux étendus ou introduits qui font les libérations économiques. Une révolution, bien entendu, est essentiellement une opération de mise ou de remise en ordre. Une révolution sociale, bien entendu, est essentiellement une opération de mise ou de remise en ordre, en un certain ordre social. Tout désordre, comme tel, est considéré comme une fin, est une opération de réaction, une opération de servitude. Et cette révolution sociale, dont on nous parle toujours, que l'on ne fait jamais, ne peut donc point consister à trahir. Particulièrement, elle ne peut point consister à introduire dans une mobilisation de défense nationale, dans un ordre de mobilisation nationale, quelques ou plusieurs désordres de lâcheté. Mais elle ne peut consister que essentiellement à étendre au contraire et à introduire des ordres. Elle ne peut que consister essentiellement à étendre, autant que nous le pouvons, le peu d'ordre économique existant, institué ou sauvé, et surtout à introduire, autant que nous le pouvons, des ordres économiques nouveaux dans le désordre capitalisme bourgeois, désordre économique, autant que moral. Toute révolution, bien entendu, est une opération d'ordre. Toute opération de désordre, bien entendu, est une opération de réaction. L'ordre, et l'ordre seul, fait en définitive la liberté. Le désordre fait la servitude. Les seuls démagogues ont intérêt à essayer de nous faire croire le contraire. Le désordre, pour Péguy, c'est donc le capitalisme. C'est le fait de la bourgeoisie. C'est le désordre économique et moral réel du prétendu ordre social existant. Péguy appelle donc de ses vœux une révolution sociale qui mette fin à ce système économique inégalitaire. Est-ce bien à cela que pensait De Gaulle, et est-ce à cela que pense le ministre cité, quand ils ne retiennent l'un et l'autre de ce texte que l'éloge de l'ordre ? Certes, De Gaulle a su mener et accompagner d'importantes réformes sociales, depuis le programme mis en œuvre à la Libération, jusqu'au thème de la participation pendant ces dernières années au pouvoir. Certes, il se réclame souvent du peuple contre la classe politique, mais il n'était assurément pas un révolutionnaire, et si l'on parle parfois d'un gaullisme social comme d'une sous-espèce particulière dans le gaullisme, c'est bien que le gaullisme n'est pas social par nature, en profondeur. Deuxième point de divergence, me semble-t-il, la question du progrès et de la modernité. Tout en prônant une forme de révolution, Péguy, on le sait, critique avec force le monde moderne et l'idée de progrès. Même si ces notions ont surtout pour lui un contenu intellectuel et philosophique, l'idée de progrès étant le mot d'ordre du parti intellectuel et le principe moteur de la méthode historique moderne, il exprime aussi sa critique du monde moderne en exaltant dans l'argent une société traditionnelle fondée sur l'artisanat. Et il tente à ne voir dans les mutations socio-économiques de son temps qu'un renversement des valeurs ourdies par une bourgeoisie capitaliste qui en tire tout le profit. Rien de tel chez De Gaulle, qui ne s'est pas du tout senti coupable d'être un président modernisateur dans les années 1960, et qui considérait que la France devait, je cite De Gaulle, épouser son temps, comme il a dit à plusieurs reprises. On est bien loin alors de ce qu'écrivait Péguy dans L'Argent. Nous avons connu un honneur du travail exactement le même que celui qui au Moyen Âge résistait la main et le cœur.
c'était le même conservé intact en dessous. Nous avons connu ce soin poussé jusqu'à la perfection, égal dans l'ensemble, égal dans le plus infime détail. Nous avons connu cette piété de l'ouvrage bien faite, poussée, maintenue, jusqu'à ses plus extrêmes exigences. J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur, et de la même main que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Que reste-t-il aujourd'hui de tout cela? Comment a-t-on fait du peuple le plus laborieux de la terre, et peut-être du seul peuple laborieux de la terre, du seul peuple peut-être qui aimait le travail, et pour l'honneur, et pour travailler, ce peuple de saboteurs? Comment a-t-on pu en faire ce peuple qui, sur un chantier, met toute son étude à ne pas en fiche un coup? Ce sera dans l'histoire une des plus grandes victoires, et sans doute la seule, de la démagogie bourgeoise intellectuelle. Mais il faut avouer qu'elle compte, cette victoire. Il y a eu la révolution chrétienne, et il y a eu la révolution moderne. Voilà les deux qu'il faut compter. Un artisan de mon temps était un artisan de n'importe quel temps chrétien, et sans doute peut-être de n'importe quel temps antique. Un artisan d'aujourd'hui n'est plus un artisan. Dans ce bel honneur de métier convergeaient tous les plus beaux, tous les plus nobles sentiments. Une dignité, une fierté. Ne jamais rien demander à personne, disait-il. Voilà dans quelles idées nous avons été élevés. Car demander du travail, ce n'était pas demander. C'était le plus normalement du monde, le plus naturellement réclamer. Pas même réclamer, c'était se mettre à sa place dans un atelier. C'était, dans une cité laborieuse, se mettre tranquillement à la place de travail qui vous attendait. Un ouvrier de ce temps-là ne savait pas ce que c'est que quémander. C'est la bourgeoisie qui quémande. C'est la bourgeoisie qui, les faisant bourgeois, leur a appris à quémander. Aujourd'hui, dans cette insolence même et dans cette brutalité, dans cette sorte d'incohérence qu'ils apportent à leurs revendications, il est très facile de sentir cette honte sourde d'être forcé de demander, d'avoir été amené par l'événement de l'histoire économique à quémander. Ah oui, il demande quelque chose à quelqu'un à présent. Il demande même tout à tout le monde. Exiger, c'est encore demander, c'est encore servir. Ces ouvriers ne servaient pas, ils travaillaient. Ils avaient un honneur absolu, comme c'est le propre d'un honneur. Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. C'était entendu, c'était un primat. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le salaire, ou moyennant le salaire. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le patron, ni pour les connaisseurs, ni pour les clients du patron. Il fallait qu'il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même, dans son être même. Une tradition venue, montée du plus profond de la race, une histoire, un absolu, un honneur voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Toute partie dans la chaise, qui ne se voyait pas, était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'est le principe même des cathédrales. Et encore,
C'est moi qui en cherche si long, moi dégénéré. Pour eux, chez eux, il n'y avait pas l'ombre d'une réflexion. Le travail était là, on travaillait bien. Il ne s'agissait pas d'être vu ou pas vu. C'était l'être même du travail qui devait être bien fait. Et un sentiment incroyablement profond de ce que nous nommons aujourd'hui l'honneur du sport, mais en ce temps-là répandu partout. Non seulement l'idée de faire rendre le mieux, mais l'idée dans le mieux, dans le bien, de faire rendre le plus. Non seulement à qui ferait le mieux, mais à qui en ferait le plus. C'était un beau sport continuel, qui était de toutes les heures, dont la vie même était pénétrée, tissée. Un dégoût sans fond pour l'ouvrage mal fait, un mépris plus que de grand seigneur pour celui qui eut mal travaillé. Mais l'idée ne leur en venait même pas. Tous les honneurs convergeaient en cet honneur. Une décence et une finesse de langage, un respect du foyer, un sens du respect, de tous les respects, de l'être même du respect, une cérémonie pour ainsi dire constante. D'ailleurs, le foyer se confondait encore très souvent avec l'atelier, et l'honneur du foyer et l'honneur de l'atelier étaient le même honneur. C'était l'honneur du même lieu, c'était l'honneur du même feu. Qu'est-ce que tout cela est devenu? Tout était un rythme et un rite, et une cérémonie depuis le petit lever. Tout était un événement sacré. Tout était une tradition, un enseignement sacré. Tout était légué, tout était la plus sainte habitude. Tout était une élévation intérieure et une prière toute la journée, le sommeil et la veille, le travail et le peu de repos, le lit et la table, la soupe et le bœuf, la maison et le jardin, la porte et la rue, la cour et le pas de la porte, et les assiettes sur la table. Il disait en riant, et pour embêter les curés, que travailler, c'est prier. Et ils ne croyaient pas si bien dire, tant leur travail était une prière, et l'atelier était un oratoire. Tout était le long événement d'un beau rite. Ils eussent été bien surpris, ces ouvriers, et quel eût été, non pas même leur dégoût, leur incrédulité, comme ils auraient cru que l'on blaguait, si on leur avait dit que quelques années plus tard, dans les chantiers, les ouvriers, les compagnons, se proposeraient officiellement d'en faire le moins possible, et qu'ils considéreraient ça comme une grande victoire. Une telle idée, pour eux, en supposant qu'ils la pussent concevoir, c'eût été porter une atteinte directe à eux-mêmes, à leur être. Ça aurait été douter de leur capacité, puisque ça aurait été supposer qu'ils ne rendraient pas tant qu'ils pouvaient. C'est comme de supposer d'un soldat qu'il ne sera pas victorieux. Eux aussi, ils vivaient dans une victoire perpétuelle. Mais quelle autre victoire? Quelle même et quelle autre? Une victoire de toutes les heures du jour, dans tous les jours de la vie. Un honneur égal à n'importe quel honneur militaire. Les sentiments mêmes de la garde impériale. Et par suite ou ensemble, tous les beaux sentiments adjoints ou connexes, tous les beaux sentiments dérivés et filiaux, un respect des vieillards, des parents, de la parenté, un admirable respect des enfants, naturellement un respect de la femme,
Et il faut bien le dire, puisqu'aujourd'hui c'est cela qui manque tant. Un respect de la femme par la femme elle-même. Un respect de la famille, un respect du foyer. Et surtout, un goût propre et un respect du respect même. Un respect de l'outil et de la main, ce suprême outil. Je perds ma main à travailler, disaient les vieux. Et c'était la fin des fins. L'idée qu'on aurait pu abîmer ces outils exprès ne leur eût pas même semblé le dernier des sacrilèges. Elle ne leur eût pas même semblé la pire des folies. Elle ne leur eût pas même semblé monstrueuse. Elle leur eût semblé la supposition la plus extravagante. C'eût été comme si on leur eût parlé de se couper la main. L'outil n'était qu'une main plus longue ou plus dure, des ongles d'acier, ou plus particulièrement affectés. Une main qu'on s'était faite exprès pour ceci ou pour cela. Un ouvrier abîmer un outil, pour eux, c'eût été dans cette guerre le conscrit qui se coupe le pouce. On ne gagnait rien, on vivait de rien, on était heureux. Il ne s'agit pas là-dessus de se livrer à des arithmétiques de sociologues. C'est un fait, un des rares faits que nous connaissions, que nous ayons pu embrasser, un des rares faits dont nous puissions témoigner, un des rares faits qui soit incontestable. Notez qu'aujourd'hui, au fond, ça ne les amuse pas de ne rien faire sur les chantiers. Ils aimeraient mieux travailler. Ils ne sont pas en vain de cette race laborieuse. Ils entendent cet appel de la race, la main qui démange, qui a envie de travailler, le bras qui s'embête de ne rien faire, le sang qui court dans les veines, la tête qui travaille et qui part une sorte de convoitise, anticipée par une sorte de préemption, par une véritable anticipation, s'empare d'avance de l'ouvrage fait. Comme leur père, ils entendent ce sourd appel du travail qui veut être fait. Et au fond, ils se dégoûtent d'eux-mêmes d'abîmer les outils. Mais voilà, des messieurs très bien, des savants, des bourgeois, leur ont expliqué que c'était ça le socialisme et que c'était ça la révolution. Car on ne saurait trop le redire. Tout le mal est venu de la bourgeoisie. Toute l'aberration, tout le crime. C'est la bourgeoisie capitaliste qui a infecté le peuple. Et elle l'a précisément infecté d'esprit bourgeois et capitaliste. Si De Gaulle exprime parfois sa nostalgie d'une France en voie de disparition, la France rurale, la France de l'artisanat célébrée par Péguy, la France des villages, il fait le pari de la modernisation au nom du principe de réalité. Dans les années 1920, il était déjà fasciné, paraît-il, par le développement des machines, par le taylorisme dans l'industrie, et dans les années 1960, il explique au monde paysan, dans un discours, que, je cite, « la machine est passée par là. Désormais, le marché dicte ses lois, la spécialisation, la sélection, la vente. » De même qu'il prend acte de l'impossibilité de conserver une Algérie française qui appartient désormais au passé, de même qu'il se rallie à la nécessité de la décolonisation, de même il estime qu'il faut résolument se tourner vers l'avenir et moderniser la France en l'ouvrant au progrès de l'innovation technologique et du développement industriel, avec un volontarisme dont témoigne la politique de planification. La bourgeoisie capitaliste n'est pas du tout l'ennemi. Voici ce qu'il dit dans un discours de 1960. Il ne parle pas des Amish, mais on peut y penser aujourd'hui. Je cite De Gaulle. « Il est tout à fait naturel qu'on ressente la nostalgie de ce qui était l'Empire colonial donc, tout comme on peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages. Mais quoi ? Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. »
Tout en prenant des précautions, puisque le mot « moderne » a sensiblement changé de sens en 50 ans, on peut donc estimer que Péguy est un anti-moderne, alors que De Gaulle est nettement un moderne. Troisième différence, le style, la langue, l'écriture. On peut bien sûr, là encore, repérer des parentés. De Gaulle disait à Alain Peyrefitte « J'étais attiré par son style », donc le style de Péguy. J'étais attiré par son style, par son goût des formules, ses répétitions. Bien sûr, il y avait dans tout cela de la confusion et des termes abscons. Alors là, je ne l'en approuvais pas. Mais tout à coup, après un long piétinement et quelques expressions peu réussies, il y a des formules fulgurantes. Ça aussi m'attirait beaucoup, et je pense qu'il a dû, à cet égard, m'influencer. L'amour de la patrie crée chez Péguy et chez De Gaulle une attention commune aux ressources et aux richesses de la langue française. L'esprit du peuple se traduit dans l'esprit de la langue, et l'un et l'autre réinventent cette langue française qu'ils s'approprient, ils la font vivre à leur manière. On retrouve en effet chez De Gaulle le goût des formules fulgurantes, des anaphores, des mots rares, comme chienlit, comme carteron, le carteron de généraux d'Alger, jusqu'à une certaine manière de parler de soi à la troisième personne. Péguy aime bien dire Péguy en parlant de lui. Et De Gaulle parle de lui-même comme d'un autre dans ses mémoires. Péguy est un personnage de Péguy, De Gaulle est un personnage de De Gaulle. Mais ce que dit De Gaulle de la confusion de Péguy, de son style qui piétine, montre bien tout ce qui les sépare. Les périodes soigneusement composées des mémoires, avec leur cadence très classique, ou les effets oratoires des discours, très étudiés pour leur effet sur l'auditoire, sont fort éloignés des libertés, des désordres, des ressassements de la phrase de Péguy, qui est bien plus décomposée que composée. Le style des mémoires n'a rien de novateur et paraît souvent bien scolaire dans la relation très factuelle des événements. Comparé à Saint-Simon, à Chateaubriand ou à son ami Malraux, De Gaulle n'est pas, me semble-t-il, un grand mémorialiste. Le style de Péguy, avec ses parenthèses multiples, ses détours, ses retours, est bien plus inventif et bien plus imprévisible. Même si on laisse de côté la production poétique, qui établit une différence éclatante, Péguy est à l'évidence un écrivain. De Gaulle, je n'en suis pas certain. Mais, pour un chef d'État de sa stature, c'est un défaut tout relatif. Ce n'est pas un défaut. Au total, s'il est vrai que De Gaulle a été un vrai péguiste, un profond péguiste dans sa vision de la France, dans le refus de la médiocrité politique, dans une défense des valeurs qui va jusqu'à la nécessité de résister sans compromis au risque d'affronter une certaine solitude, il faut toutefois reconnaître que cette parenté repose sur une lecture partielle de Péguy, qui comporte sa part d'omission et de réécriture. De Gaulle s'est forgé son image de Péguy, et il l'a adaptée aux exigences de son temps. Reste que ce grand Charles a été un grand passeur de tout premier plan pour notre grand Charles à nous, si j'ose dire. Il nous montre que l'opération de lecture de Péguy, pour reprendre le mot qu'utilise Péguy dans Clio, l'opération, c'est la réalisation de l'œuvre. Cette opération de lecture peut être aussi une opération d'actualisation qui se traduit dans l'action. L'œuvre de Péguy, à sa façon, filtrée et assumée par ce lecteur éminent, a agi sur l'histoire du siècle, a continué d'opérer dans les faits bien après septembre 1914. À nous, lecteurs d'aujourd'hui, de poursuivre l'opération à notre très modeste mesure.